le mieux le CO2 sur Terre, c'est quand même les plantes. Et donc, ils vont vers des questions autour de la fixation de carbone, soit dans les milieux agricoles, soit dans les milieux naturels, si tant est qu'on puisse parler de milieux naturels. Comme on l'a vu, les forêts ne sont plus vraiment des forêts naturelles depuis bien longtemps. Donc, moi, je vais essayer de vous parler de différentes choses, et notamment de cette question de, jusqu'à présent, on faisait de la restauration sans se soucier du carbone. Alors, est-ce qu'il faut qu'on s'en soucie ou pas? Voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de la restauration des écosystèmes, et je pense que vous êtes bien meilleur que moi dans ces sujets-là. Ça fait rien, je vais vous en parler un peu quand même. La photo, c'est le Live Tourbière du Jura, et je vais essentiellement vous parler aujourd'hui du Live Tourbière. Alors, qu'est-ce que c'est que la restauration écologique? En résumé, c'est la transformation intentionnelle d'un milieu pour essayer de revenir à l'écosystème initial. Donc, on essaye de réparer l'écosystème qu'on considère historique, on essaie de revenir. Et là aussi, les paléoécologues qui sont dans la salle pourraient vous dire que la notion d'écosystème historique, ça les fait souvent un peu rire, parce que c'était quand déjà l'historique. Donc la restauration, ça consiste à, vous voyez sur le petit schéma, voilà, on avait une zone humide par exemple. Cette zone humide, elle s'est dégradée, donc on va essayer d'intervenir, enfin on avait un écosystème naturel, et on essaye de restaurer, de revenir à quelque chose qui marche. Puis la réhabilitation, c'est à peu près pareil, on va dire que c'est un petit peu plus lourd que la restauration, c'est une restauration un peu plus lourde, où on ne revient pas forcément à ce qu'on avait au début, à l'idéal rêvé, mais on revient à quelque chose qui marche, mais qui n'est pas forcément ce qu'on avait prévu au départ. Voilà, si je résume rapidement. Non, c'était bon. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on a fait dans les conservatoires d'espaces naturels notamment, qui font beaucoup de restauration, historiquement, vous savez qu'il y a 20-30 ans, quand on faisait une restauration, c'était toujours espèce centrée. C'est-à-dire, on disait, tiens, il y a un truc qui est là, une bestiole, une plante, elle est en train de disparaître, on va essayer de la conserver, on va essayer de rétablir les conditions qui permettent de la retrouver. La restauration, au départ, était très espèce centrée, et puis, on comptait, alors, comme on a un petit peu reproché au conservatoire d'être très espèce centrée, ils ont dit, oui, mais c'est vrai, mais quand on s'occupe d'une espèce, si par exemple on réintroduit une espèce, ou qu'on protège telle ou telle espèce, il y a un effet ruissellement, vous savez, comme dans les trucs de... le ruissellement économique. Les riches enrichissent les pauvres, vous savez ça. C'est leur fonction première. Et donc le ruissellement écologique, ça existe. C'est-à-dire on protège une espèce, mais derrière on se dit, ouais, mais tout le monde va y gagner. Alors des fois c'est vrai, des fois c'est pas du tout vrai, parce que des fois on va en fait détruire pas mal de choses pour essayer d'en conserver une. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est bien connu maintenant. Et puis petit à petit, on est allé vers la restauration qui est la restauration fonction centrée. Typiquement le Live Tourbière, il est complètement fonction centrée, c'est-à-dire que Geneviève Magnon, qui est la conservatrice de la réserve naturelle de Frasnes, du Drugeon, elle me disait, je m'en fiche finalement que les espèces de la tourbière disparaissent, celles qui sont emblématiques, je ne vais pas m'en occuper, je vais restaurer l'hydrologie. Parce que d'une façon ou d'une autre, il faut restaurer la tourbière, puis après on verra ce que ça donne, mais on ne va pas s'occuper de l'espèce. Alors ça, c'est une évolution dans la vision des gens qui font de la restauration. Et la biodiversité peut être très centrale ou elle être moins dans ces projets-là. Il y a toujours des questions de biodiversité, mais elle n'est pas forcément centrale. Donc le Live Tourbière, c'est quoi? Le Live Tourbière, là j'ai juste copié-collé sur Internet, donc c'est le plus gros programme live français qui ait jamais existé. C'est une restauration massive des zones humides, 60 tourbières sur des sites Natura 2000 dans Franche-Comté, pour l'essentiel. C'est Jura, mais c'est aussi un petit peu dans les Vosges, si je me rappelle bien. Et donc, c'est géré par tout un groupe de structures, avec un budget total qui est quand même de 8 millions d'euros. Ce qui est le coût d'une demi-bombe en dessous d'un Rafale, mais quand même, c'est bien. Objectif du programme. Conduire des opérations de réhabilitation de fonctionnement hydrologique des tourbières situées dans le réseau Natura 2000 du Jura franc-comtois, et afin de maintenir ou d'améliorer les états de conservation d'habitat et d'habitat d'espèces d'intérêt communautaire. Donc vous voyez qu'on est fonction centrée quand même beaucoup, mais qu'on reste évidemment toujours sur ces questions d'habitat et d'espèces. Et puis aussi, c'était acquérir des parcelles et sensibiliser la population. Donc ça, c'est des choses assez classiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on regarde dans le document live qui a été déposé, ils disent un abaissement prolongé du niveau piezo peut induire un arrêt de la production de tourbe. Le fonctionnement de la tourbière est alors fortement perturbé. Elle ne produit plus de tourbe, elle n'est plus fonctionnelle. Elle passe du fait de la minéralisation de la tourbe d'un statut de puits de carbone à celui d'émissaire, augmentant par rétroaction l'effet de serre.
En restaurant au maximum des possibilités le fonctionnement des tourbières, c'est-à-dire en induisant globalement une réhausse des nappes phréatiques, le projet va permettre de rééquilibrer, si possible, inverser le bilan carbone des sites en les faisant repasser du statut d'émissaire à celui normal de pluie. Alors ça, c'est la vision rêvée du spécialiste des tourbières. En fait, c'est pas que c'est faux, enfin si, c'est quand même faux. Hein. Et donc, ça, c'est ce que je croyais moi aussi il y a quelques années. Et je m'y suis intéressé, donc je suis professeur en écologie, ma spécialité c'est les tourbières. Mais depuis 2 ans, je fais une thèse en économie. Donc je suis passé du côté des méchants pour voir comment c'est le monde quand on est méchant. Parce qu'après, je ne vais pas rester bon toute ma vie non plus. D'accord. Donc à 40 ans, j'ai décidé de devenir méchant. Et je me suis aperçu en devenant méchant que c'est faux en fait. C'est-à-dire que la question ici d'inverser le bilan carbone des sites, je vais vous montrer que c'est faux. C'est-à-dire que quand vous réhabilitez une tourbière, vous travaillez sur la végétation de surface et vous travaillez sur pas grand-chose en kilos de carbone par hectare et par an. En fait, le carbone dans une tourbière, il est où? Il est dessous. Il n'est pas dessus. Donc, leur objectif, on voit bien que dans leur esprit, ils se disent il faut qu'on fasse quelque chose pour le carbone, c'est important, mais en fait, ils vont pas vraiment. En fait, ils font vraiment ce qu'il faut, mais ils ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'il fallait, mais sans vouloir en fait traiter le problème tel qu'il est. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ça tout à l'heure. Avant, je vais vous parler des potentiels d'atténuation, parce que ça s'appelle comme ça. Donc les ministères, l'agriculture et le ministère de l'Environnement, surtout l'agriculture, commencent à se soucier de comment on pourrait faire pour atténuer le réchauffement climatique. C'est important la sémantique parce qu'il n'y a personne qui veut inverser le problème du changement climatique. Ils veulent atténuer au mieux et sinon s'adapter. Donc là, je vous ai juste mis une petite illustration pour vous rappeler que les gaz à effet de serre, c'est du CO2, du protoxyde d'azote, du méthane et d'autres gaz. Tout ça, on va le traduire par de l'équivalent tonne CO2. Donc, il y a un gros travail qui a été fait en 2013 qu'on est en train de refaire en 2019. Il y a des gens de Dijon notamment qui refont ça au Césaire, laboratoire de sociologie et d'économie, de l'INRA et d'AgroSup. Donc en 2013, il y a des chercheurs qui ont fait le rapport sur le potentiel d'atténuation en agriculture. Alors ça consiste à quoi? Ça consiste, si on regarde les choses de façon très positive, ça consiste à dire qu'est-ce qu'on pourrait changer dans les pratiques agricoles au niveau des paysans, des agriculteurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que leurs pratiques stockent plus de carbone. C'est ce qu'on appelle la grande politique du 4 pour 1000, dont vous avez dû entendre parler, qui consiste à essayer de réintroduire 4 pour 1000, 0,4% de carbone dans les sols. Il y a du travail, hein. On était à 6% de matière organique dans les sols en 1900, on est à 2% aujourd'hui en France. Donc il ne reste plus beaucoup de couleurs noires dans les sols, on est en train de tout faire disparaître. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça c'est la vision optimiste. Si vous êtes un peu méchant et pessimiste, vous allez dire comment on pourrait financer les agriculteurs autrement. Il y a un peu de ça aussi, hein, en général au ministère de l'Agriculture. Donc je ne vous ai pas tout mis parce qu'il y a des pratiques qui ne nous intéressent pas, qu'on ne pourrait pas appliquer en fait en milieu écosystème. Par exemple, changer l'alimentation des vaches, ça marche, mais ça ne nous intéresse pas beaucoup parce que normalement il n'y a pas trop de vaches dans les écosystèmes. Donc je vous ai simplement mis les types d'études, les types de techniques qu'on pourrait utiliser. Alors qu'est-ce qu'identifie l'INRA? Ça c'est complètement issu du rapport que je viens de vous montrer là, hein. Vous pouvez aller le chercher sur internet et bientôt, quand on aura fini, on pourrait aller sur celui de 2019. Donc production végétale et stockage de carbone dans les sols et la biomasse. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Vous voyez ce que liste l'INRA. Limiter l'exportation de matières organiques pour limiter les pertes de carbone des sols. Donc les agriculteurs, l'idée c'est d'essayer de laisser tous vos résidus en place. Et ensuite ces résidus peuvent soit être enfouis, soit laissés en surface. Ça c'est un truc qui apparemment marche très bien. C'est développer les techniques culturelles sans labeur pour stocker du carbone dans les sols. Ça veut dire arrêter de retourner les sols en permanence. Derrière, il peut y avoir la culture sous semis, il peut y avoir les engrais verts. Il y a plein de techniques qui permettent d'arrêter de remuer les sols, ce qui permet au minimum déjà de ne plus libérer du carbone et puis progressivement peut-être de en faire revenir. Et puis éviter la culture des zones humides pour limiter le relargage de CO2 stocké dans la matière organique. Alors, ce qui est très amusant, c'est que éviter la culture des zones humides, ils ont considéré que ce n'était pas applicable. C'est-à-dire que les deux ont été retenus, mais la troisième n'a pas été retenue par l'INRA, ils ont dit inapplicable. Bah oui, c'est bizarre, hein, c'est comme ça. Donc, comme chacun le sait, c'est dans les zones humides qu'il y a plus de carbone. Mais ça n'a pas été retenu parce que pour des raisons techniques, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas comment faire en fait. En fait, si, il fallait enlever l'agriculture des zones humides, donc ils voyaient bien comment faire. Augmenter les entrées de carbone par une production accrue de biomasse, en augmentant alors les flux de l'atmosphère vers les biomasses et le sol.
Donc là-dedans, il y a notamment le développement des haies. Les haies permettent de stocker du carbone parce que c'est une zone qui va être permanente, hein, c'est une forme de permaculture, et puis c'est une zone de stockage des feuilles mortes, c'est une zone en fait qui va préserver une partie du carbone. Optimiser la gestion des prairies pour favoriser le stockage de carbone, restaurer les sols dégradés pour augmenter la production de matières organiques, et épandre du carbone inerte. Ça a été un moment à la mode en se disant, vous savez, les charbons d'Amérique du Sud, on s'est dit, est-ce que si on met du charbon, ça peut marcher mieux? Visiblement, ça ne marche pas spécialement très bien. En tout cas, on ne maîtrise pas. On n'a pas retrouvé les écrits des Péruviens pour savoir comment ils faisaient. En tout cas, ça ne marche pas très bien. Alors, en fait, ça marche bien, mais il faut faire de la permaculture, c'est-à-dire qu'il faut ajouter ça progressivement et sortir des rendements qui ne sont pas élevés. Et l'agriculteur, il fait le contraire par définition, parce que lui, il veut sortir les rendements les plus élevés possibles, ce qui fait qu'évidemment, ça ne marche pas. Alors, je vous ai là mis un résumé de quelques sous-actions. Là encore, le tableau est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup d'autres techniques dont je ne vous parle pas. Donc, vous voyez, par exemple, passer un labour occasionnel, introduire des cultures intercalaires, etc. Il n'y a pas les zones humides, puisque de toute façon, les zones humides, ils n'ont pas voulu les retenir. Et ce que vous voyez, c'est que le potentiel d'atténuation annuel, ce sont donc des millions de tonnes de carbone équivalent, c'est-à-dire que tout est exprimé, tous les gaz sont traduits en CO2 en 2030. Voilà ce qu'on gagne. D'accord, à partir de 2013. Alors ça veut dire quoi en 2030? Ça veut dire qu'il multiplie par les années. C'est-à-dire que quand on plante une haie, par exemple, vous ne pouvez pas avoir l'année suivante un rendement intéressant. Toutes ces pratiques se calculent, en économie, on calcule toujours sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc au bout de quelques dizaines, douzaines d'années, un peu plus, 17 ans, voilà ce qu'on arrive à économiser par hectare et par an. Alors, c'est pas par hectare, là, c'est la totalité qu'ils ont calculé pour tous les systèmes français. Et donc, vous voyez qu'on arrive à ces chiffres-là. Derrière, ils sortent des modèles en essayant de définir quels sont les endroits qui sont les moyens coûts les plus efficaces. Ça veut dire que si on ne dépense pas beaucoup d'argent, où c'est qu'on peut gagner beaucoup de carbone. Puis il y a des techniques donc, qui sont très rentables, et puis il y a des techniques qui vous dépensez beaucoup d'argent, puis à la fin, vous ne sortez pas grand-chose. Évidemment, le ministère de l'Agriculture, ce qu'il veut, c'est favoriser là où c'est le plus intéressant financièrement. Donc moi, je me lance dans un peu la même chose, mais dans les tourbières. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans maintenant, je me suis lancé dans une thèse en économie pour évaluer quel est finalement l'intérêt de restaurer des tourbières ou de les protéger. Là, on est plutôt dans la restauration, tout simplement parce que la protection, ça c'est aussi de l'économie, si vous protégez un truc qui n'est pas abîmé par l'homme, vous n'êtes éligible à aucune subvention. Pourquoi? Parce que par exemple, sinon les Canadiens vont dire, nous on a 500 000 hectares de tourbières, envoyez-nous l'argent pour pas qu'on les détruise. Et donc ils ont créé un système, c'est logique quelque part, mais en même temps c'est stupide. C'est-à-dire si vous avez une tourbière qui va bien, vous ne pouvez pas mettre en mesure vous ne pouvez pas financer des mesures de protection. Par contre, si vous avez une tourbière complètement flinguée, là vous avez le droit d'avoir de l'argent. Ce qui est contre-intuitif, mais c'est un peu comme ça quand même que ça marche. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une tourbière? Et je vais revenir à ce que je vous disais tout à l'heure pour le live tourbière. Une tourbière, c'est une zone qui est remplie de cette mousse qu'on appelle l'asphène, qui va avoir des propriétés très particulières que je ne détaille pas, on n'a pas le temps, qui va accumuler de la tourbe simplement parce que 90% de la photosynthèse va repartir là-haut, du carbone va repartir, alors que 10%, je vais me faire attaquer par les grenouilles, 10% va former de la tourbe. Et ça veut dire que dans une tourbière qui marche, vous fixez 300 kg d'azote, 300 kg de CO2 par hectare et par an. Ces 300 kg, c'est pas grand-chose pour un écosystème, c'est pas une fixation énorme. Hein. Donc, quand tout à l'heure dans le live, il disait on va stocker le changement climatique en travaillant sur, au lieu de fixer que 0,1, on va fixer 0,3, ben oui, dans 10 000 ans, c'est bon. Mais si vous voulez travailler sur 50 ans, c'est foutu. Donc en fait, le problème du carbone dans les tourbières n'est pas là. Le problème du carbone dans les tourbières, il est que il faut stocker et préserver cette accumulation de carbone qui s'est fait depuis 6-7 000 ans. Et donc là, on a pratiquement autant de carbone dans les tourbières du monde que dans l'atmosphère. On a un tiers de tout le carbone des sols mondial qui est dans les tourbières, alors que les tourbières ne font que 3% de la surface totale. Et d'ailleurs, les Allemands et d'autres ont montré que de toute façon, les tourbières sont neutres vis-à-vis des gaz à effet de serre. C'est-à-dire que si vous prenez le CO2 qu'elles captent et le méthane qu'elles rejettent, pour simplifier, eh bien, en termes des gaz à effet de serre à l'instant T, c'est neutre. Les tourbières ni n'accentuent, ni n'améliorent le changement climatique. Elles ne font rien, elles sont neutres. Par contre, le stock en dessous, lui, il est susceptible de faire beaucoup de dégâts, si les tourbières, notamment, se réchauffent. Donc, comment faire pour restaurer une tourbière? Vous pouvez faire du drainage, vous pouvez extraire de la tourbe, et puis il y a aussi de l'écobuage.
Mais ne vous inquiétez pas, tout ça a été fait au XXe siècle, et tout a à peu près été détruit déjà. Il ne reste plus grand-chose de tourbières en France, c'est de zones humides. Puisque ces pratiques, en fait, elles sont anciennes, elles sont aujourd'hui plus ou moins interdites, mais vous voyez tous autour de vous des zones humides qui continuent à être complètement détruites. Donc tout ça, c'est basé dans une tourbière sur le fait qu'il faut remonter le niveau de la nappe. D'accord ? Et donc, la question que je me suis posée pour ma thèse, c'est de me dire, bon, si je prends maintenant les coûts pour remonter le niveau de la nappe dans une tourbière, d'une surface connue, combien ça va me coûter, et qu'est-ce que je vais gagner en carbone? Et puis après, c'est pas compliqué, hein, l'économie, c'est pas compliqué. Vous avez la somme dépensée, la tonne gagnée, et vous pouvez en déduire combien vous coûte de restaurer une tonne, de fixer une tonne à l'hectare, ou de fixer une tonne tout court. Alors, ce qui est intéressant dans une tourbière, vous avez des ordres de grandeur de tout à l'heure, hein, on était sur des valeurs, bon, c'est 1 million de tonnes, mais on est dans les écosystèmes, les agrosystèmes, on parle de tonnes de carbone qu'on peut fixer dans un écosystème ou un agrosystème. Quand on est dans les tourbières, si vous l'avez bien dégradé, par exemple si vous avez mangé beaucoup de Nutella avec de l'huile de palme qui a été produite en Indonésie, vous êtes sur des rejets de carbone par hectare, par an, de 50 à 60 tonnes par hectare. Le Nutella est hyper efficace pour le réchauffement climatique, en faveur du réchauffement climatique. C'est-à-dire que dans ces tourbières indonésiennes où il fait très très chaud, vous avez 2-3 mètres de tourbe, et le fait de drainer ces tourbières fait un relargage absolument colossal de carbone dans l'atmosphère. Si on est sur des tourbières boréales, tourbières soit en Scandinavie ou en Allemagne, vous voyez qu'on est quand même sur des scores impressionnants. C'est-à-dire que si je traduis, Fen c'est les bas marais, Bog c'est le haut marais, donc vous connaissez hein, les tourbières, je pense un petit peu, tourbières plates ou tourbières bombées pour simplifier. Si vous êtes sur, par exemple, une tourbière de haut marais que vous avez transformée en prairie, eh bien si vous restaurez cet écosystème-là, vous pouvez gagner 20 tonnes à l'hectare et par an, ce qui est gigantesque. Si vous êtes plus bas, sur une tourbière qui était protégée sans aucun problème, vous l'avez drainée, vous gagnez 5. Okay, donc on est sur des gammes, en France, entre 1 et 20 tonnes de carbone qu'on peut gagner en restaurant une tourbière, ce qui est énorme, et sur des petites surfaces. Ce qui veut dire que derrière, on a un coût qui peut être faible, et puis il y a d'autres études qui vont dans ce sens de ce que je viens de vous dire. Donc moi, j'ai travaillé avec le Life Tourbière, qui a fait un inventaire complet des tourbières de Franche-Comté. Vous voyez ici la répartition. Je ne vous ai pas mis la première diapo, mais il y a beaucoup de petites tourbières, mais en surface, ça ne représente rien. La majorité des tourbières fait 10, 20, 50, 100 hectares en Franche-Comté. On est une région très riche en tourbières. Donc, j'ai demandé au Life de classer, ça a pris beaucoup de temps, il faut qu'il me classe à tir d'expert toutes les tourbières en niveau A, tourbière intacte, jusqu'à E, détruite, avec faiblement, moyennement, fortement affectée. Ça, c'est une donnée, il n'y a que qui les connaissent. Il n'y a que les conservateurs d'espace naturel qui sont capables de dire ça. Voilà ce que ça donne. Donc, le niveau 1, il n'y en a presque plus. Le niveau 1, c'est en bleu, hein, donc il n'y a pratiquement plus rien ici. Il y a un quart des tourbières qui sont dégradées faiblement, presque une toute petite moitié ou un gros tiers, comme vous voulez, qui est assez dégradé, puis 4 qui est le niveau 4 était très dégradé. Et puis vous avez les surfaces ici qui sont... Donc, derrière, on fait des calculs économiques. Alors le premier, c'est essayer d'établir en moyenne quel est le coût d'une restauration de tourbière. Donc vous avez ici un calcul, il y a très peu de données en France et dans le monde. Donc ici, j'ai combien j'ai payé, et ici, il y a la surface de la tourbière que j'ai restaurée. Pourquoi les points sont aussi mal fagotés? Parce qu'une tourbière, c'est un milieu naturel, et que tout c'est que des cas particuliers, si vous voulez. Il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont difficiles d'accès, enfin bon. Du coup, ça donne des choses comme ça. Donc moi, j'ai calculé que dans le meilleur des cas, c'est-à-dire dans un life, c'est-à-dire on met le paquet pour essayer d'obtenir des super trucs. C'est pas une restauration classique, c'est une restauration de haut niveau. Et dans ce haut niveau, vous voyez qu'on est à peu près à 810 € par hectare, plus 90 000 € qui est le droit d'entrée. Pourquoi il y a un droit d'entrée aussi cher? Parce qu'il faut faire les dossiers de restauration, il faut tout monter, il faut suivre le truc, le projet. Que votre tourbière fasse 1 hectare ou 100 hectares, vous avez toute une paperasse à faire avant, tout un projet à monter qui coûte cher. Si on va sur des coûts présentés par les Écossais, ou par exemple, vous voyez que ça va de 200 € par hectare à 10 000 € par hectare, c'est assez variable. Moi, je me suis mis dans une fourchette très haute. C'est-à-dire, imaginons que la restauration coûte super cher et qu'on met le paquet. Derrière, vous faites des calculs. Alors, comment on fait ces calculs? Si je reviens, j'ai le niveau de dégradation. Le niveau de dégradation me donne la quantité de carbone que j'économise. J'ai la surface, j'ai la quantité, d'accord? Je fais des calculs que je ne détaille pas, mais qui ne sont pas compliqués, hein,
qui aboutissent à combien j'économise et combien ça me coûte. Et vous voyez que j'obtiens... alors je ne vous ai pas mis les coûts, j'ai enlevé la diapo, je ne pensais pas l'avoir enlevé. Visiblement, j'ai enlevé la diapo où il y avait les coûts. Je peux vous dire que sur 40 ans, le coût de restauration d'une tonne de carbone en tourbière, c'est dans le meilleur des cas autour de 1 euro la tonne, au bout de 40 ans. Et dans les cas difficiles, on va monter à 50-100 euros. Donc on est ultra compétitif par rapport à tous les moyens qui existent de fixer du carbone. Et encore une fois, je vous ai dit, je me suis mis dans les coûts forts, pas dans des coûts comme ça fait rapidement. Et ici, je vous mets le potentiel de restauration qu'on est en train de négocier avec l'INRA, justement, en disant, voilà, si on fait le calcul uniquement, ça c'est un calcul qui ne concerne que les 17% des tourbières qui sont concernées par l'agriculture. Pourquoi? Parce que toutes les autres tourbières, je n'ai pas le droit de les inclure dans ce projet agricole, puisque le ministère de l'Agriculture ne financera que des dispositifs pâturés ou fauchés. Donc si je ne prends que les 17% des tourbières, si je considère que 17% des tourbières françaises sont pâturées ou fauchées, et que je fais une restauration en appliquant le taux de dégradation que j'ai calculé pour la Franche-Comté, donc vous voyez qu'en économie on met des si tout le temps, parce qu'il y en a tellement qu'à la fin on ne sait plus si c'est vrai ou pas, j'aurai un potentiel d'environ 245 000 à 410 000 tonnes de carbone évitées par an pour ce qui est estimé, mais on n'est pas très bon là-dessus, autour de 60 000 à 100 000 hectares de tourbières en France. Donc on a un potentiel autour de 245 000 410 000 tonnes de carbone pour toutes les tourbières, et si je prends que celles qui ont un usage agricole, on va dire qu'on va garder en esprit qu'on peut économiser 100 000 tonnes par an. 100 000 tonnes par an, c'est pas mal, et ça ne concerne que l'agriculture. Si maintenant, puisque le ministère de l'Environnement nous a aussi contactés, si le ministère de l'Environnement nous dit « je suis prêt à payer pour que vous restauriez des tourbières, parce que vous allez fixer du carbone », donc là, il n'y a pas de mesures agro-environnementales et climatiques de l'agriculture, il y aurait des mesures de subvention de l'Adréal, par exemple, directement aux gens pour restaurer leurs tourbières. Si on fait ça, vous imaginez bien que le potentiel, il monte à 400 000 tonnes par an, en gros, d'économie de carbone qu'on ne rejetterait pas. Alors pourquoi je vous ai dit tout ça? Simplement pour vous donner un exemple et pour vous dire que dans tous les projets de restauration que vous pourriez mener maintenant, on vous incite beaucoup à inclure les questions de carbone dans ces projets de restauration. Alors que ce soit, quand ce sont des tourbières, évidemment c'est évident, le carbone dans les tourbières c'est énorme, mais même dans vos projets de restauration, je pense que l'idée d'essayer d'utiliser les données de l'INRA, qui vont être très très précises, le dossier qu'ils sont en train de faire, il est à l'échelle régionale. Donc on sera vraiment très précis, et je pense que le fait par exemple d'inclure des replantations, etc., ou des pratiques différentes, devrait vous permettre de mettre dans vos bilans, regardez, pour la subvention que je vous demande, notez que j'économise 500 tonnes de carbone par an grâce à ma restauration, par exemple, d'écosystème. Et je pense que c'est un petit peu, c'est pas la seule chose qui doit rester dans les projets de réhabilitation ou de restauration, mais je pense que c'est un des volets qu'il faudra rajouter aujourd'hui, avec des calculs précis, qui seront des calculs d'émissions de carbone et des calculs économiques. C'est-à-dire combien finalement je vous fais gagner en euros en faisant ça. Ce qui revient à dire quand même, au bout d'un moment, que certains projets qui sont vraiment concernés par le carbone, si vous les calculez à l'échelle de 40 ans ou de 30 ans, vos projets peut-être vont obtenir une subvention de 100 000 euros et rapporter 150 000 euros à la société ou plus. Vous voyez, donc on est sur des projets positifs. Par exemple, l'INRA montre que le retournement de prairie, aujourd'hui, est un projet positif. C'est-à-dire qu'on ne donne rien aux agriculteurs, ils retournent moins. Si on enlève le coût d'opportunité qui correspond en fait à ce qu'ils perdent, le coût d'opportunité, c'est ce que l'agriculteur perd en mettant en place une pratique. Et bien même en incluant les coûts d'opportunité, l'agriculteur gagne plus d'argent et il stocke du carbone. Ça, c'est ce que montrent les premiers résultats d'INRA, mais ils sont imperfectionnés. Voilà, je vous remercie. Puis vous avez ici la station de recherche de Fram, que vous connaissez. Il peut y avoir quelques questions, sachant que Daniel nous quittera, je crois, juste après. Juste pour la soirée. Voilà, donc les questions de 23h44 que j'évoquais tout à l'heure ne sont plus à Daniel, peut-être à Desireux, mais pas à Daniel Gilbert. Merci. Merci Daniel. Donc une question au méchant économiste. Est-ce que, donc là vous avez parlé vous avez travaillé sur les tourbières, vous avez évoqué, suite notamment aux travaux de l'INRA, qu'il y avait des potentiels vis-à-vis
des projets d'agroforesterie, de replantation de haies. Est-ce que vous avez connaissance d'homologues comme vous, qui auraient travaillé sur, un peu les mêmes travaux que vous, mais sur ces volets-là, étant entendu que en regardant le tableau que vous présentiez, j'ai retenu 1,5 gigatonnes pour l'agroforesterie, et pour les haies, 1,2, donc ce qui était d'ailleurs les deuxième et troisième chiffres après les tourbières, me semble-t-il. Alors, moi, je ne travaille pas sur ces choses-là, je suis en thèse, donc c'est mon directeur de thèse qui s'occupe, c'est lui qui est en charge d'établir, c'est un peu comme le GIEC, c'est des synthèses biblio, il n'y a pas de recherche directe derrière, c'est des synthèses biblio qui sont faites pour essayer à partir de ce qui s'est fait, obtenir des estimations générales. Et donc, c'est lui qui s'occupe des haies et des forêts. Alors, du coup, je ne connais pas bien les chiffres. La seule chose que je sais, c'est qu'on pourrait croire que pour les tourbières, c'est relativement flou. Pour les haies, c'est extrêmement variable aussi. Pour les forêts aussi, et par conséquent, ils essayent d'obtenir des chiffres moyens avec les données qu'ils ont. Et ce qui est très intéressant dans ce travail qu'ils sont en train de faire, qu'ils voudraient publier en 2019, c'est qu'après, il faut imaginer une grande courbe, où ici, vous aurez ce qui rapporte beaucoup et qui ne coûte pas cher, et avec des gros volumes, jusqu'à des actions qui coûtent super cher et qui ne rapportent rien. Région par région. Ça veut dire que derrière, le ministère pourra dire je privilégie par exemple 10 millions d'euros sur la Bourgogne-Franche-Comté qui seront mis sur ces écosystèmes-là. Et nous, on aimerait bien que les tourbières et les zones humides se retrouvent dans ce tableau. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Pourquoi ? Parce que c'est le ministère de l'Agriculture qui ne s'intéresse pas aux tourbières et aux zones humides. Ce qui ne serait pas gênant si le ministère de l'Environnement faisait aussi la même chose. Auquel cas, les subventions viendraient d'ailleurs, en fait. Alors ça concerne aussi les vignes, par exemple de Bourgogne. L'enherbement des vignes, je n'en ai pas parlé, mais c'est une des pratiques qu'ils sont en train de tester, qui sont en train de compiler qu'est-ce qu'on gagne en carbone au lieu de labourer les vignes, on laisse l'herbe. Après, il y a des projets zones humides en forêt. Alors ceux-là, je ne les connais pas. Il y a des restaurations de zones humides en forêt comme en forêt de Chaux, mais pour nous, ça s'appelle une zone humide. Comment ? Pour nous, on appelle ça une zone humide, point, et pas une zone humide en forêt. Il y a des zones humides boisées. Il y a intérêt à se poser la question ou dans les Landes. Je veux dire, dans les Landes, ils ont détruit 95% des zones humides. C'était une immense zone humide, ils ont pratiquement tout flingué. Donc, il y a un potentiel, c'est clair. Oui. Est-ce que dans les calculs, il est pris en compte la modification du bilan radiatif ? Est-ce que, par exemple, parce que lorsqu'on change les surfaces, par exemple, on remet du carbone sur le sol, on a des sols qui sont plus sombres, donc on a le jet d'eau qui est plus faible, et donc on va modifier le bilan radiatif. Et ce qui avait été montré en 2004 dans une étude, c'est que si on reforestait plein de surfaces de sol qui étaient claires, au final, le bilan était neutre et on ne gagnait rien, quoi. Est-ce que c'est pris en compte dans les calculs ? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Mais bon. Dans le Morvan, on pratique beaucoup, je suis ici, voilà. On pratique beaucoup la taille des haies, et j'aurais aimé savoir quelle influence ça a sur le carbone, s'il y en a une, et dans quel sens. La taille, c'est-à-dire qu'on coupe à quelle hauteur ? 2 mètres. Oui, à mon avis, 2 mètres. La question c'est surtout qu'est-ce qu'ils font du résidu. C'est-à-dire que si le résidu, vous le mettez en tas et vous brûlez, le bilan carbone, il est vite vu, vous allez tout renvoyer dans l'atmosphère, en gros. Donc la question, c'est s'il est broyé et réincorporé au pied des haies, par exemple, c'est plutôt une incorporation de matière organique dans le sol. Et la haie, elle-même, va reprendre du carbone assez rapidement. Alors, j'en ai pas parlé, mais le problème des forêts, on en parlait tout à l'heure, on a dit, la solution, c'est replanter des forêts pour le carbone. Le gros problème de ces questions-là, on l'a vu dans une autre diapo, c'est les incendies de taïga, par exemple. C'est-à-dire que quand on stocke du carbone dans de la biomasse qui peut brûler rapidement, c'est bien, mais c'est très risqué. Le gros avantage des tourbières, c'est que le carbone, il est fixé, il est rempli d'eau, il est possible d'avoir des incendies de tourbières, mais globalement, c'est un système extrêmement résilient, pérenne, pour stocker du carbone. En tout cas, de le préserver. Alors que ces questions-là, même pour les haies, vous voyez, la question, si on donne des subventions à un agriculteur pour qu'il plante des... Il prend la subvention, 10 ans après, il enlève la haie. Et ça va être très très compliqué à gérer. Alors que pour ce système-là, normalement, une fois que c'est fait, c'est fait. Je risque d'intervenir là brutalement. Vous parlez de photos de tourbières, il se trouve que c'était les miennes et qu'elles ont été faites par Sibérie. Et que précisément dans ce contexte-là, les Russes nous avaient dit. Micro, vous avez micro. Excusez-moi, oui, donc les photos de tourbières dont vous parliez, c'est moi qui les avais faites en Sibérie. Et il se trouve que les Russes nous disaient à cette occasion-là
qu'un des gros problèmes en Sibérie, c'est précisément les feux de tourbière. Parce que là, du coup, je pense, enfin je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine que l'émission de carbone devait être énorme, et qu'il n'y a aucun moyen de contrôle, et que ça brûle pendant des mois et des mois et des mois, comme ça, à peine sur des milliers et des milliers d'hectares. Ça, c'est donc, c'est pas aussi simple que ça. Les tourbières peuvent au contraire être des sources très importantes de relâchage de carbone. Tout le problème de ces feux de tourbière, c'est l'eau. Et donc, si effectivement, le gros problème de la Sibérie actuellement, j'y étais en 2012, c'est des sécheresses hallucinantes, des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Et effectivement, sur ces sécheresses-là, il va y avoir un feu de tourbière, et quand un feu de tourbière prend, effectivement, il peut durer des mois. C'est un gros problème. Hein. Alors sur ces zones-là, on n'a pas d'incendie de tourbière en France, parce que quand on remet en eau, la pluviométrie est telle que normalement, il n'y a pas de... Je ne connais pas d'incendie de tourbière en France. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on avance. Peut-être une dernière question. Toute petite dernière question. C'est juste pour clarifier quelque chose. On parle bien uniquement de non-relargage et pas finalement de stockage. On est d'accord. On va à aucun moment stocker massivement du carbone dans ce tourbière. On est juste en train d'éviter de tout faire partir dans l'atmosphère. C'est typiquement ce qu'on appelle le carbone évité. C'est ce qu'on appelle le carbone évité. Sauf qu'on parle de carbone, de un tiers du carbone des sols, sur 3% de la surface. Donc si on peut éviter qu'ils partent, ça serait pas mal. C'est bien parce que c'est ça. Alors, juste pour dire, pour les haies, on avait déjà eu des rencontres Bourgogne Nature où la Chambre départementale d'agriculture de la Nièvre était venue nous exposer le bilan positif en termes de carbone lorsqu'on laissait monter les haies en arbres de haut jet et qu'on pouvait les exploiter pour faire du bois énergie. Le calcul avait été total en prenant en compte aussi le nombre de passages avec engins mécaniques qui marchent au pétrole. Donc c'est-à-dire que le calcul a été fait par la Chambre d'agriculture de la Nièvre. Maintenant, le chargé de mission est responsable au niveau de la Chambre régionale d'agriculture Bourgogne-Franche-Comté. Et l'enjeu est de faire pousser les haies là où ce sont des haies basses, type haies charolaises, tondues à 1,50 m avec un passage par an. Là, c'est un bilan négatif. Il y a effectivement un coût carbone très élevé de ce type de haies. Et donc, l'enjeu est de faire comprendre à la profession agricole que de laisser monter la haie haute et de l'exploiter, si possible, avec du bois de construction, du bois d'œuvre, et encore de rester sur l'idée que c'est que le bois déchet qui sert en bois énergie. Donc là, la haie, on a l'équivalent à peu près de 40 000 km de long sur la Bourgogne. Grosso modo, si on associe avec la Franche-Comté, on fait plus le tour de la planète en déroulant les haies bourguignonnes. Donc il y a certainement un gap énorme à gagner. Pour ce qui est des incendies en Sibérie, c'était aussi la fin des services publics de la forêt. C'était totalement corrélé. Lorsque tout s'est déréglementé en Russie, la forêt publique était bien gérée, entre guillemets. Les services incendies existaient encore. Et c'est pour vous dire qu'en France, on a encore la chance d'avoir l'ONF, même si parfois on peut regretter certaines choses. Mais le fait qu'on ait un service public de la forêt, c'est ça qui va nous préserver de ces fameux incendies. Il n'y a pas un intérêt privé à laisser partir la forêt à volo. Il y a quand même toute cette notion de lutte contre les incendies en forêt. Et il faut vraiment qu'on se batte pour les services publics de la forêt. Alors, transition parfaite, monsieur Lallier.